Je crois que ça fait littéralement des années que je veux faire une vidéo qui parle de ce sujet et je ne le fais pas. Sûrement parce que j'ai conscience que c'est un gros morceau et en même temps, ça me semble hyper essentiel que moi, vu mon contenu, j'aborde cette question quand même. Enfin, concentre-toi, meuf. Quelle est ma vision du langage? Quelle est ma vision de la parole? Pourquoi c'est important de savoir parler? Autant de questions auxquelles j'ai peut-être déjà répondu très brièvement dans certaines vidéos format court, mais quand même, il faut que j'y passe un peu plus de temps là-haut. C'est des questions qui sont vraiment essentielles et j'avais vraiment envie de faire une vidéo là-dessus pour en plus m'assurer qu'il n'y ait pas de méprise parce que dans beaucoup de mes vidéos format court, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube ou sur Instagram, je joue un personnage absolument détestable et condescendant. Ben Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Et je voulais vraiment m'assurer, même si je pense quand même que c'est une évidence, mais certains commentaires me font un petit peu peur, que vous avez conscience, bien sûr, qu'il s'agit d'un rôle à prendre au 10 millième degré. Voilà, j'y reviendrai pendant la vidéo. J'en profite pour vous dire de vous abonner, c'est très important, ça montre que vous me soutenez et que je fais pas tout ça pour rien, s'il vous plaît. Merci beaucoup à ceux qui l'ont déjà fait, merci à ceux qui vont le faire pendant cette vidéo. Pour que ce soit cohérent, je vais commencer par expliquer quelle est ma vision du langage, de la langue française. Oh, on voit bien mon piercing avec les cheveux relevés. Je vais faire que le montrer. Je vais être comme ça tout le long. Je vais en faire un nouveau là, le rook bientôt. Vous m'en direz des nouvelles. Bref. J'ai un rapport à la langue qui est finalement très très simple. J'ai fait des études de lettres pendant 11 ans, si je me trompe pas. Donc je l'ai étudiée cette langue, je l'ai dépiautée, je l'ai décortiquée, je l'ai analysée un petit peu dans tous les sens. Je l'ai tellement étudiée en fait que j'ai conscience de son évolution, je sais à quel point elle a été maltraitée, martyrisée, déformée, etc. Elle a pris cher, clairement on va pas se mentir. Ils l'ont vilipendé, ils l'ont désenchanté, Mskina. Depuis le latin jusqu'à aujourd'hui, ça n'a fait qu'évoluer, ça n'a fait que changer. Un exemple rapide, au 8e siècle, on se met à arrêter de prononcer les voyelles finales dans les mots, sauf la lettre A. Voilà. Et au 13e siècle, on arrête de prononcer les consonnes finales cette fois. On a un peu la flemme, moi, des consonnes finales, on arrête de les prononcer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand t'as conscience de ces phénomènes qui ont vraiment parcouru l'histoire de notre langue, bah quand t'apprends qu'il y a une réforme de l'orthographe qui vient te dire arrêtez de mettre un i dans oignon par exemple. Et le mot oignon, je l'écris plus O-I-G-N-O-N, on l'écrit O-G-N-O-N. Enfin, c'est pas possible. Si, il y a eu des dictées. C'est pas arrêter, c'est le mot oignon peut désormais s'écrire comme ça. Bah en fait, tu t'en bats la race. Parce que t'as conscience que c'est normal et que la langue elle a toujours fonctionné comme ça, tout simplement. Quand on étudie la langue française, depuis le latin jusqu'au français moderne, on désacralise. Et c'est archi important ce mot pour moi, il faut vraiment le rentrer dans notre crâne. Il faut désacraliser, tout comme il faut désacraliser les auteurs, les grands écrivains, etc. qui étaient des humains comme nous finalement, qui parfois même n'avaient pas du tout de succès de leur vivant. Et nous on a tendance à en faire des monuments. Et je pense que c'est ce qui fait que souvent le français à l'école, c'est une matière qui fait peur et qui impressionne parce que les élèves se sentent submergés, inférieurs, face à des siècles de culture qui les précèdent, face à ces grands hommes et ces grandes femmes. Et je pense que c'est vraiment une très très mauvaise façon d'appréhender le passé, d'appréhender la littérature. Pour la langue, c'est exactement la même chose. La langue, on a tendance vraiment à la sacraliser parce qu'elle fait partie de notre culture, c'est un élément qui est fédérateur d'une nation, bien sûr, hein, on est bien d'accord là-dessus. Et donc, dès qu'on touche à la langue, on a l'impression, il y a toujours ce truc qui revient de on la maltraite, on lui fait du mal. Pauvre France, pauvre langue française, voilà, ce sont des choses qu'on entend souvent. Je ne suis pas du tout d'accord. Elle a toujours été maltraitée. Et justement, cette langue a été maltraitée. C'est ce qui fait que c'est celle qu'on parle aujourd'hui. Je suppose que, voilà, sans doute qu'au 19e siècle, quand on s'est mis à prononcer les imparfaits, j'avais et non plus j'avouais, sans doute que les nobles étaient choqués et disaient mon Dieu, qu'est-ce qui leur prend les sans-culottes, parce que c'est la langue du peuple hein, qui l'a emporté à ce moment-là. Qu'est-ce qui leur prend cette prononciation-là? J'avais, je chantais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vraiment, c'est le nivellement par le bas. C'est à peu près sûr hein, qu'il y a eu ce genre de discours. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on entend. Alors qu'aujourd'hui, quand on dit j'avais, je chantais, je dansais, ça ne choque plus personne. Voilà. En fait, il y a toujours ce truc de ah là là, les jeunes d'aujourd'hui, mon Dieu, on nous tire vers le bas. En fait, ça a toujours été le cas, tout simplement. Donc il faut juste prendre du recul, dédramatiser, c'est pas grave. Et je pense que quand on a cette conscience de l'évolution constante de la langue,
Et ben voilà, franchement, on prend ça avec beaucoup plus de légèreté. Et en fait, dès que je discute avec des linguistes, je me rends compte que on est tous quand même plutôt chill là-dessus. Moi, les gens me disent souvent « Ah, mais tu dois trop péter un câble quand tu vois des gens faire des fautes ». Pas du tout. Alors, vraiment pas. Je pense que je suis la personne la plus chill concernant les fautes d'orthographe. Très clairement, j'en ai absolument rien à faire. J'ai conscience justement que la langue, elle est en perpétuel mouvement. Et c'est normal de faire des fautes. Le français, c'est une langue qui est archi dure. Et j'ai pas du tout envie de rentrer dans une sorte d'élitisme condescendant à considérer que les gens qui font des fautes d'orthographe ne doivent pas être entendus ou à les reprendre sur leur orthographe quand ils ont des arguments. On voit souvent ça dans les commentaires sur les réseaux sociaux, quand les gens essaient de débattre en commentaire. Il y a toujours quelqu'un qui va venir attaquer l'autre sur son orthographe. Ça n'est pas un argument. Ça ne fera jamais de vous quelqu'un de plus intelligent. Et attaquer quelqu'un sur son orthographe ne fera pas de vous le grand vainqueur du débat. Donc voilà, en fait, ma conception de la langue, finalement, elle est très simple, elle est très ouverte, elle est très accueillante. J'écoute Aya Nakamura, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'écoute pas mal de rap aussi, et pas forcément du rap considéré comme académique. Je trouve ça justement magnifique de voir que selon la classe sociale, selon la zone géographique, au sein d'un même territoire, ou même au sein de la francophonie, si on prend par exemple le Québec, bah voilà, on a tous des façons de parler, des façons de nous approprier la langue qui sont extrêmement différentes. Il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménales par Nabila. Il a dit bien sûr que oui. Et en fait, bah, je trouve ça hyper beau et hyper enrichissant. Et plutôt que de considérer que notre façon de parler est la meilleure, que ce soit d'un point de vue territorial, d'un point de vue régional, d'un point de vue des accents. Mais à Marseille, c'est l'accent, c'est le sourire, c'est la plage, c'est les gonzesses, le petit cul. Ou même d'un point de vue des classes sociales, je pense qu'il faut apprendre à embrasser la grande richesse de la langue et à l'accepter tout entière. Je dis souvent que pour moi, maîtriser la langue française, ce n'est pas uniquement maîtriser le niveau de langue soutenue. Ce n'est pas uniquement parler comme un académicien. C'est super hein, de pouvoir maîtriser la langue soutenue, c'est génial. Mais un académicien qui, ok, s'exprime parfaitement dans un langage hyper soutenu, vous le mettez avec des jeunes de banlieue, ou même juste des collégiens ou des lycéens, ben il comprendra rien. Ici on dira pain pour une fille, ailleurs ce sera Darzouz. Pour Natacha Polony, c'est Molière qu'on assassine. Alors est-ce qu'on peut dire qu'il maîtrise vraiment la langue française s'il n'est pas capable de comprendre la grande majorité des adolescents par exemple? J'en suis pas si sûre. Moi, ma conception de la langue, c'est... On peut dire qu'on maîtrise la langue. Bon déjà, je pense qu'on pourra jamais dire « je maîtrise la langue ». Ça va être très difficile quand même de sortir cette phrase. Waouh. Ouais, non, c'est un peu too much. Mais je pense que on se rapproche d'une maîtrise de la langue, ou en tout cas, on en a une vision plus englobante quand on est capable de comprendre, de se faire comprendre dans une pluralité de milieux, tout simplement. Et moi, je suis très fière aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, de me dire que oui, j'ai pu faire des conférences devant des universitaires renommés, etc., à l'étranger. Être là, petit micro, blablabla. Donc là, évidemment, on est sur un niveau de langue très soutenu, mais je peux également comprendre et être comprise par des adolescents, par exemple. Je peux comprendre un texte de rap. Et oui, ça fait partie de la langue française. Je suis désolée si ça vous déplaît, mais c'est un fait. En fait, je trouve que ce qui est problématique avec le fait d'avoir cette vision un peu trop élitiste et un peu trop académique de la langue française, c'est que du coup, bah déjà c'est élitiste, voilà. Bon, certains peuvent le revendiquer, hein. Mais c'est surtout que bah, ça rejette toute une partie de la population qui ne parle pas cette langue châtiée. Et en plus, ça va vraiment bloquer les gens. Ça va renforcer leur blocage, leur sentiment d'infériorité, ce qu'on appelle la glossophobie. C'est-à-dire le fait d'avoir peur, en fait, de parler. Beaucoup de personnes dyslexiques, par exemple, ont peur de s'exprimer. Beaucoup de personnes, simplement, sans être dyslexiques, qui ne maîtrisent pas la langue française, ont peur de parler à l'oral parce qu'elles se disent oh, « je vais mal faire ma phrase, ça va être horrible, je préfère me taire ». Et ça, c'est archi grave, en fait, de se dire que en se comportant de cette façon, qui est discriminante, bah on silencie des personnes. Je pars du principe que quand on a des choses à dire, quand on a envie de dire des choses, il faut pouvoir les dire, et être silencié par une sorte de condescendance qui nous dirait ce que tu as à dire, ça n'a pas de valeur parce que tu vas mal le dire. Je trouve ça très grave. Et le fait de discriminer donc une personne par rapport à son accent ou à sa façon de parler, c'est ce qu'on appelle la glottophobie. Donc on le voit finalement, hein, petite paronomase comme ça, pas piquer des hannetons. La glottophobie entraîne la glossophobie. Vous pouvez applaudir. En tout cas voilà, n'ayez pas honte de vos accents, n'ayez pas honte de votre parler, n'ayez pas honte de vos expressions, même si votre accent, vos expressions trahissent votre milieu social, votre région de naissance, n'en ayez jamais honte. J'ai eu un gros problème avec mon supérieur. Je l'ai malheureusement tué.
Ah d'accord, ok. Tout simplement parce que c'est aussi ce qui fait partie de votre richesse, de votre patrimoine personnel. Et ça, c'est ce qui fait la beauté de la langue, tout simplement. Et c'est là-dessus que vraiment je voulais... Faut que j'arrête de gigoter comme ça. Est-ce que le son marche toujours? Oui, 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 oui. Et c'est vraiment là-dessus que je voulais revenir pour enlever toutes les possibles méprises sur mon contenu en format court. Ce rôle absolument insupportable que j'incarne dans mes vidéos dans lesquelles je vous engueule parce que vous faites des fautes. Eh bien oui, c'est un rôle, je ne suis absolument pas comme ça dans la vraie vie. D'ailleurs, je m'exprime très simplement, en fait. Oui, quand j'étais universitaire, je m'appliquais quand je faisais des conférences. Si j'ai un entretien d'embauche, bien sûr, je vais m'adapter. Mais dans ma vie de tous les jours, voilà, moi je viens d'un milieu qui est extrêmement populaire. Je n'ai pas grandi avec des parents qui s'expriment dans une langue... Alors, mes parents s'expriment très bien, hein, mais ça reste relativement simple. C'est assez hybride en plus, puisque ma mère met toujours beaucoup de mots manouches dans le français qu'elle parle, et ça m'a aussi, je pense, permis justement d'avoir une approche assez polyculturelle aussi de la langue. Ça peut aider à désacraliser, très clairement. Vous avez compris mes gadgets? Et ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'avoir fait de grandes études en lettres et de savoir m'exprimer relativement bien dans tous les niveaux de langue. Mais je dois vous avouer que ma préférence va à la langue familière. Je trouve que l'argot est absolument fascinant, plein de richesses. Il y a énormément justement de mots qui reposent sur des sonorités et je trouve qu'en fait l'argot est extrêmement riche, bien plus qu'on pourrait le penser. Et je suis absolument fascinée, c'est vraiment l'aspect de la langue qui m'intéresse le plus. Donc si vous me trouvez insupportable dans mes formats courts, c'est absolument normal. Si ça vous plaît, tant mieux. Je vous avoue que moi je commence un petit peu à me lasser de ce genre de format et j'ai pas envie de m'enfermer là-dedans parce que... c'est pas moi en fait, tout simplement. Je me suis amusée à incarner ce rôle parce que je trouvais ça drôle au départ et que je peux avoir ce côté parfois un peu blasé dans la vie de tous les jours, mais jamais concernant la langue. Jamais. Maintenant, voilà, j'ai pas envie non plus qu'il y ait trop d'amalgame qui soit fait, j'ai pas envie d'être vue comme quelqu'un de condescendant alors que vraiment ce n'est pas du tout mon cas. Si vous me suivez sur Instagram et que vous regardez mes stories, je pense que vous le savez, mais je voulais quand même profiter de cette vidéo pour le rappeler. Dernier point, bien sûr d'être élitiste, ça crée des blocages aux gens, je viens de le dire. Je tiens à en profiter pour rappeler que parler, c'est absolument essentiel. Dire ce qu'on a à dire, c'est absolument essentiel. La parole, c'est un peu cucu, dit comme ça, on le sait, on nous le rabâche, et c'est un peu théâtral, mais la parole est une arme, j'en suis convaincue. Je précise que l'épée pèse plus de 25 kilos. Tout simplement parce que dans ma vie personnelle, savoir parler, je veux pas dire parler soutenu, hein, le fait d'avoir une aisance à l'oral, ou même à l'écrit d'ailleurs, mais là je vais plutôt centrer sur l'oral, savoir mettre des mots sur ce que j'ai envie de dire, ça m'a sauvé plein de fois. Ne serait-ce que, un exemple, l'humour. L'humour c'est quoi? Ce sont des jeux de langage, purement et simplement. Ça va être une phrase bien placée, ça va être un silence bien placé, ça va être un jeu sur un mot, une formulation de phrase particulière, même une intonation parfois. Tout ça en fait c'est quelque chose de verbal. Et donc on ne peut que constater qu'en général les personnes qui ont de l'humour sont des personnes qui savent s'exprimer, ou du moins qui maîtrisent un certain niveau de langue, mais qui sont très bons là-dedans, qui savent s'amuser avec les mots, jouer avec, et qui sont capables du coup de prendre aussi du recul avec la langue, de se l'approprier et d'en faire un petit peu n'importe quoi. Et avoir de l'humour, mes amis, c'est très important, hein, c'est quand même un outil de séduction non négligeable, donc je pense que je conclurai cette vidéo en disant que il est important de bien savoir parler parce que ça vous aidera à pécho. Je pense que juste pour ce conseil, tu peux t'abonner.